Merci beaucoup à tous. Ce n'est pas la première fois que je viens au Luxembourg. J'ai déjà vu il y a plusieurs années, à plusieurs reprises, sur la maladie de Lyme. Effectivement, l'année dernière, à la Chambre des députés du Luxembourg, avec le professeur Montagnier et d'autres personnalités. C'est vrai que c'était un événement important, parce que moi, j'en revenais pas. Je suis revenu à Paris. D'abord, c'est les pays francophones qui ont commenté, puis dans tous les pays du monde, j'ai vu les traductions de mon allocution en polonais, dans toutes les langues du monde, et ça a eu une répercussion mondiale fantastique, donc ça a peut-être été une petite étape pour faire avancer les choses. Alors, merci beaucoup Anne-Marie. Je voulais juste dire, parce que quelquefois les gens disent « l'ADR c'est un parti politique, qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis, moi je suis là comme médecin, expert. Moi je suis ravi quand des partis politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, se battent. Ce qui compte, c'est leur action, c'est pas l'étiquette politique. Je préfère le dire parce que je suis indépendant sur le plan politique. Alors, ce qui m'a frappé d'emblée dans cette histoire de pandémie, c'est que dès le début, la mortalité a été extrêmement basse, même si ça peut paraître choquant, parce que malheureusement, il y a eu des millions de victimes dans le monde, et il faut leur rendre hommage à leurs familles. Mais quand on regarde les taux de mortalité, ils ont été très très faibles. Et on a voulu nous vendre depuis le début une immense pandémie qui allait tuer 30% de la planète, avec des millions de morts partout. Et là, j'étais très choqué. Dans la manipulation, on savait qu'il y avait des experts de santé publique dans le monde, dans les plus grandes universités, qui nous prédisaient l'apocalypse. Alors quand on voit maintenant la mortalité qui est due au soi-disant vaccin, parce que maintenant ça sort partout dans le monde, à peu près, le chiffre actuel qui sort dans tous les pays, c'est à peu près 20% d'excès de mortalité depuis le début des campagnes vaccinales. C'est que le Portugal est un des premiers pays à le rapporter officiellement, c'était reconnu par le gouvernement portugais cet été. Alors comme il y a des politiciens, des journalistes qui disaient mais d'où ça vient cet excès de mortalité? Ah bah on ne sait pas, on n'a pas les moyens de savoir. Puis après il y a eu d'autres pays. Même en France, il y a un journal qu'on ne peut pas lui reprocher d'être complotiste, c'est Le Parisien qui suit la voie de son maître depuis le début de la crise. Le jour Le Parisien qui dit oh excès de mortalité de 20% en France. Mais on ne comprend pas la cause. Il y en a dit c'est le réchauffement climatique, c'est le stress de la guerre en Ukraine. J'ai même vu un article dans un journal international à comité de lecture, un article très, très sérieux qui a dit ah, ce sont les antivax qui sont responsables. En plus, moi je ne suis pas antivax, je suis anti ce produit-là qui n'est pas un vaccin. Mais les antivax sont responsables des effets secondaires parce qu'ils stressent la population. Mais c'est publié dans un journal international, hein, c'est très sérieux ce que je dis. Voilà. Donc déjà, c'est bizarre, il y a une pandémie qui... finalement, il n'y a pas beaucoup... Alors, c'est vrai qu'il y a eu des morts, malheureusement, mais c'est des gens de plus de 85 ans, des obèses, ce n'étaient pas des petits obèses de 120 kilos, c'était des très gros obèses, des grands diabétiques, des hypertendus, des gens qui avaient des gros problèmes cardiovasculaires ou respiratoires. Ils étaient à risque. Mais si on les avait traités, la plupart ne seraient pas morts. Parce que le scandale, c'est que dès le départ, on avait programmé d'interdire tous les traitements qui marchaient. Et c'était même prévu pour la France, en tout cas, avant l'arrivée du virus. Parce que vous vous rappelez, Madame Agnès Buzyn, en France, c'était pareil dans plein de pays en Europe et dans le monde, la chloroquine puis l'hydroxychloroquine, c'était en vente libre. On achetait ça en pharmacie comme des bonbons, sans ordonnance. Puis d'un seul coup, au mois de janvier 2000, je suis perdu dans les dates, 2020, avant que le virus n'arrive en France, ça devient une substance vénéneuse. Bon. Parce que si... Vous savez que... Parce qu'en fait, quand on regarde avec le recul, tout était programmé pour faire peur. Et comme les soi-disant vaccins n'étaient pas encore prêts, il fallait faire patienter la population en leur faisant peur pendant 1 an et demi, le temps que ces soi-disant vaccins arrivent. Et il fallait absolument qu'ils aient l'impression qu'il allait y avoir un cataclysme. Et si jamais ils avaient reconnu qu'un seul médicament était efficace, que ce soit l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, la vitamine D, etc., ils n'avaient pas le droit, dans les agences de médicaments, de donner une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Parce que si on a le droit de donner une AMM conditionnelle que s'il n'y a aucun médicament efficace. C'est pour ça qu'ils ont diabolisé ces médicaments, parce que si ça avait été reconnu efficace en France ou au Luxembourg, ils n'auraient jamais pu sortir ces soi-disant vaccins de leur poche. Donc c'est important à comprendre. En plus, ce qui m'a frappé depuis le début, c'est que cette pandémie, elle était annoncée depuis des années. Il suffit de lire les bouquins de Jacques Attali, de Klaus Schwab, de plein d'autres. Il y avait même
Moi, je ne connaissais pas ce petit clip. Il y a un petit clip qui s'appelle Cathy Don't Go to the Supermarket, un petit clip en anglais, où Cathy ne doit pas aller au supermarché. Alors, au supermarché, il y a un gars qui est avec le masque chirurgical. Ça date de 1995, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Un masque chirurgical, il a 2 gardes avec des mitraillettes. Les gens ne payent plus avec l'argent. Alors, il n'y avait pas les QR codes à l'époque, payent avec un code barre sur le poignet et sur le front. Il y avait tous les symboles qui étaient déjà là dans des clips. Et puis alors, surtout, la répétition générale dont faisait mention Anne-Marie par Bill Gates en Event 201, l'événement 201, qui a rassemblé tous les leaders de tous les grands pays occidentaux, juste quelques semaines avant Wuhan, avant l'émergence, en disant voilà, une pandémie de coronavirus va arriver. Et puis même Fauci qui avait dit à Trump, c'était au début du mandat de Trump, Fauci avait dit Trump aura à essuyer une des plus grandes pandémies de l'histoire. Et c'est lui qui l'a dit avant. Donc on voit bien que tout ça a été planifié. Après le virus, bon, déjà, il y a eu le SRAS qui venait d'une chauve-souris en Chine il y a plusieurs années. Après, il y a eu le MERS coronavirus, c'était le chameau, le dromadaire en Arabie. Et là, on nous a fait le coup du pangolin. Alors, le pangolin, si vous regardez la page de couverture de The Economist, le journal des Rothschild, janvier 2019, il y a l'homme de Vétrus, l'homme de Léonard de Vinci qui a 4 bras, 4 jambes et tout. Il a le QR code dans la main, c'est en janvier 2019, hein, donc 9 mois avant la pandémie. Il a le tatouage de l'ARN sur le bras là, du vaccin. Il a un pangolin à ses pieds. Moi, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était qu'un pangolin, on m'aurait demandé. Je n'aurais pas su. Donc tout ça, on voit bien que tous les symboles étaient déjà là et que c'était programmé. Et après, quand Montagnier a dit que, et puis il y en a d'autres, hein, on dit que c'était un vaccin qui avait été modifié. Moi, je ne suis pas virologue, je ne pouvais pas le vérifier, mais ce qui m'a frappé tout de suite, c'est quand ils ont lancé la grande campagne de vaccination en Australie, puis même chez les militaires américains. Au tout début, c'était fin 2020, ils ont commencé à vacciner. C'est les autorités australiennes elles-mêmes, hein, c'est pas un fait complotiste, qui ont dit qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de gens inoculés avec ces pseudo-vaccins deviennent séropositifs pour le VIH, le virus du sida. Ils n'ont pas attrapé le sida, mais ça veut dire qu'il y avait des antigènes du virus du sida qui étaient dans le vaccin, c'était une preuve. Mais après, les médias n'en parlaient qu'15 jours, et puis ça a été étouffé. Donc on voit que le seul but de tout ça, c'était de pousser toute la population mondiale à se faire inoculer. Et ce qui m'a beaucoup frappé dès le début, c'est que l'épidémie touchait que les pays riches. C'est bizarre, les pays riches, ils sont équipés, ils ont des super médecins, ils ont des super médicaments, des super hôpitaux, ils ont tous les moyens. Et puis en Afrique, sous la case, en Asie, sous le palmier, ils allaient très bien. Et puis quand ils étaient malades, ils prenaient... ils avaient d'abord la chloroquine, l'hydroxychloroquine, c'était en vente libre, ils prenaient ce qu'ils voulaient, l'ivermectine. Il y a des milliards d'individus qui ont pris de l'ivermectine dans le monde pour les parasitos, puis d'un seul coup, ça devenait une substance vétérinaire dangereuse. Et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est qu'au début, là, après la première vague, il y avait autant de morts en France, qui est quand même un petit pays, c'est un peu plus grand que le Luxembourg, mais par rapport au monde, c'est pas énorme. Autant de morts en France que sur tout le continent africain. Mais tiens, c'est bizarre. Puis je regarde le continent africain, la moitié des morts, ils étaient en Afrique du Sud, qui est le pays le plus influencé par les lobbies pharmaceutiques. Je dis, il y a un truc qui cloche, quoi. On dit, oui, c'est parce qu'en Afrique, il fait chaud, ils n'ont pas eu de virus. Mais quand on regarde d'autres pays, en Amérique du Sud ou en Asie qui avaient le même climat, c'était pas lié à la température, c'était lié à la politique sanitaire des pays. Alors, donc il fallait bloquer les traitements. En plus, moi qui ai travaillé dans la vaccinologie, j'étais président du comité technique des vaccinations en France, je faisais de la politique vaccinale en France avec le ministère. J'étais vice-président à l'OMS pour l'Europe, vice-président du groupe d'experts sur les vaccins, donc je connais un petit peu les vaccins. Un vaccin, normalement, c'est 10 ans de développement avant qu'il arrive chez l'homme. Là, en 6 mois, c'était torché. Puis ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que, d'ailleurs ça avait été révélé, c'est que les fabricants de vaccins avaient déjà commandé des milliards de flacons. Alors je ne sais plus le nom c'est l'équivalent de Saint-Gobain en Allemagne, il y a des plus grands fabricants de verre en Allemagne, avant même que le début de la pandémie. Ils étaient intelligents, ils avaient tout compris avant qu'il fallait commander. Donc, et ce qui était très choquant, c'est qu'ils ont sauté toutes les étapes de développement normal de n'importe quel médicament, n'importe quel vaccin. Normalement, il y a une étude
chez l'animal. Après, il y a la phase 1 chez l'homme, phase 2, phase 3, phase 4. Et là, l'animal, et alors ils ont injecté des rongeurs, ils sont tous morts. Ils ont dit, oh ben zut, c'est embêtant. Ou alors, le rongeur, c'est pas un bon modèle, on va passer à l'homme directement. Bon. Là, il y a... Mais c'est tout ce que je dis, c'est très sérieux, il y a des preuves. Et récemment, il y a un article qui est sorti d'ailleurs qu'on a inoculé, je ne sais plus si c'était des rats ou des souris, avec ce soi-disant vaccin, et les bébés avaient des malformations squelettiques de la colonne vertébrale. Donc, et normalement, toutes les étapes normales de vérifier que ça ne donne pas de cancer chez l'animal, d'anomalies chez les fœtus, même de problèmes de santé pour les animaux, tout a été sauté, on est passé à l'homme. Et l'homme est devenu un cobaye parce que la phase 2, je ne sais même pas si elle existe. La phase 2, normalement, c'est on prend des volontaires sains, puis on essaie de faire une escalade de doses pour voir celle qui est la mieux. Je ne sais même pas si elle existait. On est passé tout de suite en phase 3, qui est la phase expérimentale à grande échelle. Mais normalement, on fait ça après plusieurs années d'investigation. Et c'est une phase expérimentale qui n'est pas terminée. Ça va se terminer dans l'année pour certains laboratoires, mais... et quand on voit que le ministre de la Santé, Olivier Véran, dit à la télé « Non, non, on n'est pas en phase expérimentale, c'est n'importe quoi », alors qu'on y est, c'est-à-dire qu'il y a des mensonges d'État. Et normalement, en phase expérimentale, pour n'importe quel médicament, un médecin qui injecte de force un produit expérimental, il va en prison 8 jours après. C'est un non-sens scientifique, c'est interdit d'administrer de force un produit expérimental. C'est contre toutes les lois nationales, les traités internationaux, le code de Nuremberg, c'est assimilable à un crime contre l'humanité. Et on est en guerre, allez hop, on est en guerre. Où sont les victimes? Il y avait très peu de morts. Quand on voit les courbes maintenant de l'excès de mortalité en 2020, il était très faible. Alors maintenant, on voit un énorme excès de mortalité depuis qu'il y a les inoculations. Alors, une autre chose qui était très choquante aussi, c'est de voir le recours permanent à des cabinets de conseil. Moi, je ne citerai pas de nom, mais vous les connaissez. C'est pas McDonald's, mais un autre Mac. Là. C'est quand même... c'est pas un complotiste qui le dit, c'est le Sénat français qui a fait toute une investigation, un rapport officiel. Il dit, bon, vous savez, le gars, puis il s'appelle Macron, je crois, bon, il a donné plus d'1 milliard d'euros au cabinet de conseil. Alors, pas que à McDo, mais aussi à d'autres, hein, pas à Mac machin. Alors, soi-disant, on n'a pas d'argent. Et moi, ce que je révèle dans mon livre, là, vous voyez, les 33 questions auxquelles il n'a toujours pas répondu, donc c'est chez Albin Michel, il y a un chapitre sur... Je me suis rendu compte, et je l'ai dit, d'ailleurs, je n'ai pas été... Sur mes 3 livres, on m'a dit Perrot, il diffame, il dit n'importe quoi. J'ai jamais une seule attaque en diffamation, parce que tout ce que je dis est prouvé. Est-ce que vous savez, moi je l'ai pu le prouver sur la France, mais je pense que c'est pareil ailleurs, il y a des agents de ces cabinets de conseil privés qui sont infiltrés partout dans les ministères, qui travaillent comme des fonctionnaires, ils partagent des bureaux avec les fonctionnaires français, et ils ont des adresses courriels, Monsieur Dupont, @gouv-santé.org ou .com, ou je ne sais pas quoi, donc ils ont même des adresses électroniques du ministère de la Santé. Donc, il y a une infiltration totale. Et si ça existe en France, je pense que la France n'est pas isolée, ça doit exister partout. Alors moi, au début, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce qu'au début, ils disaient les masques servent à rien. Alors, moi, j'ai connu le début de la grande épidémie de tuberculose, comme c'est l'épidémie de sida, parce que la tuberculose, ça ne se voyait pas trop avant le sida, puis quand il y a eu beaucoup de malades de sida qui étaient un peu entassés dans les hôpitaux, comme ils étaient très immunodéprimés avant les trithérapies, il y avait beaucoup de tuberculose qui circulait, de tuberculose nosocomiale qu'ils attrapaient à l'hôpital. Et moi, j'étais jeune assistant à l'époque, dans les années 80, j'avais milité avec le ministère de la Santé pour imposer le masque dans les chambres des malades, parce que les tuberculeux, quand j'étais jeune, il y avait même des salles communes, et ils crachaient du bacille de la tuberculose partout, ils se promenaient dans les couloirs, dans les salles communes avec plein de malades, ils prenaient les ascenseurs, ils allaient à la cafétéria, ils contaminaient plein de gens. Et moi, j'avais demandé à ce que on a fait des groupes de travail, que les malades soient isolés quand ils avaient des symptômes avant d'être traités, quand quelqu'un rentrait dans la chambre, et qu'il porte un masque pour ne pas contaminer tout le monde, et que les soignants, la famille mettent un masque. Le masque, bon, il n'est pas fiable à 100%, mais il réduit un petit... Parce que les virus ou les bactéries ne sont jamais libres dans l'air et sont dans des gouttelettes de sécrétion respiratoire. C'est pour ça que les gens qui disent le masque ne sert à rien parce qu'un virus passe à travers les mailles. Le virus, il n'est jamais tout seul. Donc le masque freine quand même la contamination.
Et là, le masque est très utile dans une chambre d'un malade qui tousse, qui crache. Mais imposer le masque en population générale dans la rue, sur la plage, on voyait les policiers avec des jumelles qui voyaient un couple avec leur chien à 1 kilomètre, il n'y avait personne à la ronde et qui allait leur mettre des amendes. Et en plus, on a démontré par les études scientifiques, une étude, c'est dit randomisée, c'est le tirage au sort en Danemark. Ils ont tiré au sort des milliers de gens qui portaient le masque, pas le masque, il n'y avait pas de différence dans la contamination. C'était fait à Hong Kong. C'est démontré d'un point de vue scientifique que le masque, en population générale, ne sert strictement à rien. Le seul but du masque, c'était de faire peur aux gens et de montrer vous allez tous mourir, et tous les soirs dire ça à la télé. En revanche, ce qui m'a beaucoup choqué en mars-avril, c'est comme la France avait fermé la dernière usine de production de masques 1 an avant, tous les masques sont produits en Chine. Bon. Et alors moi, en plus, quand j'ai présidé la commission du Haut Conseil de la Santé publique, je crois que c'était en juillet 2010, j'avais signé en tant que président un rapport qu'on avait donné aux autorités françaises, comment gérer les stocks de masques. Vous pouvez le lire, vous faites HCSP au Conseil de Santé publique, masques 2010, vous trouverez tout le rapport. Quand je l'ai relu, je dis, bon, franchement, ce qu'on avait dit, c'était super. Mais après, il y a des hauts fonctionnaires qui ont dit, non, les masques, ça ne sert à rien, on s'en fout, ils n'ont pas renouvelé les stocks. Puis après, il n'y avait plus d'usine. Et donc, comme ils n'avaient pas un masque au début de l'épidémie, ils ont dit, vous vous souvenez, il y avait si bête, pas si bête, là, NDI, et puis il y avait, en plus, Jérôme Salomon, qui était mon adjoint, c'est moi qui ai nommé professeur, ça m'a fait de la peine, donc, qui était nommé directeur général de la santé. Il défilait à la télé, même Olivier Véran, pour dire les masques, ça ne sert à rien. Puis le jour où les masques sont arrivés, il a fallu attendre le mois de juin pour que la Chine nous en donne. Du jour au lendemain, le masque était super important, on allait tous mourir, et c'était 135 € d'amende si on ne le portait pas, et après 2 infractions, ça pouvait être, je ne sais plus, 1500 € d'amende, quoi. Le délire total. Bon. Puis alors, les masques étaient catastrophiques à l'école. Des suicides d'enfants qu'on n'avait jamais vus dans l'histoire de la médecine et de la pédiatrie, une explosion des suicides d'adolescents, perte des acquisitions d'apprentissage du langage. Et moi j'étais très choqué. Et quand Emmanuel Macron avait annoncé, c'était à l'automne 2021, parce que le temps passe vite, qu'il allait reconfiner, remettre des masques à tous les enfants à l'école. Quand il a déclaré ça à la télé, il jouissait. Il était en état de jouissance totale pour dire on va remasquer tous vos enfants. Et là, malheureusement, la population n'a pas réagi parce qu'ils ont cru qu'on leur disait vos enfants vont tuer les grands-parents. Vous vous souvenez quand il y avait un qui avait dit mettez papy mamie à la cuisine avec la bûche et puis pour Noël. Voilà. Après, le confinement. Alors, le confinement, c'est du jamais vu dans l'histoire de la médecine. Bon, qu'on ferme des frontières au début pour prendre ces mesures qu'on limite un petit peu sur une courte durée, ça peut peut-être se justifier le temps qu'on mette en place des mesures de prévention, etc. Mais quand on a une épidémie, comme disait Anne-Marie, ce qu'il faut, c'est isoler les malades, pas isoler les bien portants. Donc quelqu'un qui tousse, qui crache en contexte épidémique, on l'isole, soit à la maison avec des recommandations, on explique à la famille comment gérer, ou sinon si c'est une forme un peu plus sévère à l'hôpital, on ferme la porte, personne ne rentre, sauf pour les soins, et puis on met un masque quand on rentre, et puis quand les gens vont mieux au bout d'une semaine, et ben ils sortent, et puis voilà. Donc c'est vraiment détecter les cas, et les isoler, c'est pas de mettre toute la population sous cloche, parce que là ils ont fait des dégâts monstrueux, quoi, de destruction de l'économie, des suicides des entreprises et tout ça. Puis il n'y a aucune étude qui a montré que le confinement servait à quelque chose. Alors, ça m'avait fait rire parce que c'était, je crois, fin août 2020, donc c'était après la première vague. Bon, l'été, tout était calme, après il y a eu les autres vagues qui ont été créées par la PCR. J'avais un copain au ministère qui me disait, Macron a prévu le deuxième confinement, je ne sais plus la date exacte, mais c'est genre 18 octobre 2020. Je dis, ah bon, t'es bien renseigné. Puis après, alors, début septembre, fin septembre, on voit Macron, Olivier Véran commence à s'exciter. Attention, la deuxième vague terrible arrive. Et on fera tout, vous inquiétez pas, on fera tout pour jamais refaire un deuxième confinement. Quand Macron, Véran disent on fera pas,
On est sûr qu'ils feront. Il a dit on ne vaccinera jamais les femmes enceintes, il vaccine les femmes enceintes, on n'aura jamais de vaccin obligatoire. Bon. Et puis, soi-disant, cette vague terrible décime tout le monde. Alors, la vague a été totalement créée par les PCR, parce que c'était des épidémies de tests positifs et pas de cas. Les gens n'avaient aucun symptôme. On a inventé des épidémies en faisant des tests beaucoup trop sensibles. Moi, je connais très bien la PCR. J'étais directeur adjoint du centre de référence de l'Institut Pasteur il y a pas mal d'années quand la PCR est arrivée. Et des gens, par exemple, voulaient faire des PCR à tout l'hôpital pour diagnostiquer la tuberculose. Donc, dès que quelqu'un avait un petit problème, on pouvait lui faire une PCR. Et la PCR, même parfaite, génère des faux positifs. Donc, on peut faire la PCR pour confirmer un diagnostic qui est presque sûr avec un diagnostic médical. Parce que si vous avez par exemple 100 tuberculose avant de voir quelques faux positifs, le test il est très fiable. Mais si moi, je l'ai dit d'ailleurs dans des vidéos, je vais au ministère de la Santé demain, il y a des milliers de fonctionnaires, je leur fais une PCR tuberculose, je trouve tout de suite des dizaines de cas de tuberculose. Je peux le faire avec la chaude pisse, je trouve tout de suite des dizaines de cas de blénorragie qui vont très bien. Donc, jamais, et l'inventeur de la PCR aux États-Unis, qui est mort malheureusement juste avant, sinon je pense qu'il aurait gueulé, on ne fait jamais de PCR en dépistage de masse, et surtout ils ont amplifié beaucoup trop le cycle d'amplification. On doit s'arrêter normalement à 30, voire maximum 35 cycles, et ils sont allés jusqu'à 45 cycles, c'est-à-dire qu'on amplifie du vent. Donc on a créé toute pièce des fausses vagues. Alors, je ne dis pas que l'épidémie était terminée, il y avait encore des cas, il y avait encore des morts malheureusement. Et on essayait d'amplifier ça. Donc toutes les personnes qui arrivaient à l'hôpital pour autre chose, même qui mouraient, ils mouraient du Covid parce que le test était positif. Donc c'était une manipulation terrible des statistiques. Et puis alors, ce qui m'a choqué dès le départ, c'est qu'on a envoyé balader les soignants de première ligne. Quand l'épidémie est arrivée, moi j'avais des rapports amicaux avec les médecins généralistes autour de mon hôpital à Garches. Je les ai rencontrés, ils avaient super bien organisé. Ils s'étaient organisés entre eux pour faire des cabinets Covid+, des cabinets Covid-, pour pas que les gens se croisent. Ils avaient essayé d'aller au charbon. Et puis on leur a dit d'ailleurs, oui, vous aurez des masques, alors vous pouvez aller à la pharmacie, c'est gratuit, mais il n'y avait pas de masques. Alors ils se sont dit fabriquer des masques avec des slips, des tenues d'isolement avec des sacs poubelles, parce qu'il n'y avait rien du tout. Et à ce moment, on leur a dit non, vous les messagers, vous ne servez à rien. Les malades, vous restez chez vous, vous attendez de suffoquer, et quand vous suffoquez, prenez du Doliprane, qui est d'ailleurs assez dangereux, qui est beaucoup plus dangereux que l'hydroxychloroquine, et puis si ça ne va pas mieux, vous appelez le SAMU, et puis après arriver à l'hôpital, de toute façon, vous ne soignez pas dans beaucoup d'hôpitaux, malheureusement. Et ça, d'avoir rejeté les soignants de première ligne, pour moi, c'était dramatique, parce que les médecins étaient vraiment prêts à aider. Et puis, vous savez, à l'époque, d'abord l'histoire de l'hydroxychloroquine, on savait déjà depuis le SRAS que ça marchait sur les coronavirus. Même ce monsieur Anthony Fauci aux États-Unis, qui j'espère aura un jour rendre des comptes devant la justice, avait lui-même écrit dans une grande revue médicale internationale il y a plusieurs années, si une épidémie de coronavirus un jour, l'hydroxychloroquine c'est le meilleur traitement. Les Chinois, quand les opposants disent qu'il n'y a pas d'études randomisées, c'est faux. Les Chinois avaient publié une étude randomisée avant Raoult. Hydroxychloroquine contre placebo, il n'y avait pas photo. Hydroxychloroquine marchait bien mieux que le placebo. Bon, nos détracteurs n'ont jamais cité cette étude. Moi, je l'ai citée dans mon premier livre, parce que j'avais écrit 3 livres. Donc, le premier, c'était « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont toujours pas commise ?» Voilà. De poche, mais là, je crois à M. Feng, vous trouverez dans les références, une étude randomisée. Alors, quand, je me souviens très bien, je crois que c'était au mois d'avril, Macron-Véran qui défilait à la télé, on n'a pas le droit de donner les traitements s'ils ne sont pas évalués. Pourtant, le président disait on est en guerre. Ben, si on est en guerre, on y va, les gars. On ne va pas évaluer si le fusil marche pendant 5 mois. On ne va pas faire un fusil contre placebo pendant 5 mois avant d'aller au combat, quoi. Et même l'OMS, d'ailleurs, j'avais discuté de ça avec Astrid Stuckelberger, qui est une Suisse qui a beaucoup travaillé avec l'OMS. On a retrouvé des textes de l'OMS qui disent en période de crise, ce n'est pas le moment de faire de la science raffinée, c'est le moment d'agir. Et s'il y a un médicament, même si on n'est pas encore sûr qu'il marche complètement, à partir du moment où il est bien toléré, on y va, on évalue en marchant. Et ils ont dit non, on interdit tous les traitements, il faut attendre les résultats de l'étude Discovery, de l'étude Recovery,
des études faites selon les canons de la science. C'était un non-sens scientifique et une absence totale de réaction à une épidémie, à un truc potentiellement grave. Alors quand on voit que, déjà Discovery, c'était l'étude française, on comparait l'hydroxychloroquine, le remdesivir, qui n'est pas du tout un antiviral, c'est un produit d'industrie nucléaire, c'est un agent mutagène, donc j'avais rien fait, qui est très toxique. Après, il y avait un médicament du sida, je crois le Cavetra, et puis un autre groupe. Ben, quand l'article frauduleux du Lancet est sorti pour dire la chloroquine ne marche pas, c'est dangereux, c'est une étude totalement inventée sur 95 000 patients. Bon, même les auteurs, même le journal ont avoué que c'était des chiffres inventés qui sortaient de nulle part. Bon. Vous vous souvenez, en France, Olivier Véran a interdit la chloroquine le lendemain. Maintenant, c'est prouvé dans le Lancet, ça ne marche pas. Quand 15 jours plus tard, on a dit le Lancet c'était frauduleux, il n'a pas dit excusez-moi, je me suis fait avoir. Non, il a continué. Et on continue Discovery avec les comparaisons des groupes. Et puis le moment où l'étude du Lancet sort, Véran dit c'est plus éthique de continuer à inclure des patients dans le groupe hydroxychloroquine dans l'étude Discovery, parce que maintenant c'est prouvé que ça ne marche pas. Donc il fait bloquer les inclusions. Il y avait une autre étude en France qui s'appelait e-Covid, c'était pareil. Donc les études ont été arrêtées, on n'a jamais eu les résultats, ça n'a jamais été publié. Alors ce qui était drôle, c'est que les gens qui étaient responsables de ces études avaient fait des diapositives sur le suivi des courbes de cas dans tous les groupes des différents médicaments. Et ces diapositives avaient fuité sur Internet et montraient que dans les deux études françaises, le seul groupe qui marchait le mieux, c'était ceux qui avaient reçu l'hydroxychloroquine ou dans l'autre hydroxychloroquine, azithromycine. Pas un mot des autorités. Discovery, on sait, la navette spatiale, elle est partie, on ne sait pas où, on ne l'a jamais revue. Alors, le pire, c'était l'étude anglaise de l'OMS qui s'appelait Recovery, qui était une étude internationale, surtout anglaise, mais il y a quelques centres français qui ont participé, entièrement financée par l'OMS, et qui a été publiée, qui a démontré que l'hydroxychloroquine c'était très dangereux, que ça tuait, que ça ne marchait pas. Et c'est dingue parce qu'ils ont utilisé 5 fois la dose maximum toxique autorisée chez l'homme. Un délire total. Quand j'ai vu la dose, j'ai dit mais ils sont fous. Et quand on avait interviewé avec Xavier Zalbert de François, là, celui qui l'avait fait, le professeur anglais dans je ne sais plus quelle université qui avait pondu ça, il a dit oui, mais c'est la dose habituelle de l'OMS pour traiter l'amibiase. Le mec, il ne connaissait rien à l'amibiase, on n'a jamais utilisé l'hydroxychloroquine dans l'amibiase, on n'a jamais utilisé des doses potentiellement mortelles. Ça a été publié. Et cette étude publiée a eu un impact mondial colossal. Elle a fait bloquer la chloroquine dans plein de pays. Alors ce qui est très amusant, c'est que... Maintenant, je saute un peu plus loin dans l'histoire, mais pour faire le parallèle avec l'ivermectine. C'est que l'ivermectine, après, il y avait des tas de médecins dès le début qui avaient dit ça marche, et puis finalement ça marche aussi bien, voire un peu mieux que l'hydroxychloroquine. C'est un vieil antiparasitaire, des milliards de gens l'ont pris dans le monde pour des parasitoses. C'est vrai que c'est utilisé chez l'animal, mais ce n'est pas un produit vétérinaire comme on nous a fait croire. Très bien toléré. Et il y a eu beaucoup d'études, de méta-analyses, aussi bien sur l'hydroxychloroquine et l'ivermectine, qui prouvent que ça marche. Non, il n'y a pas photo. Quand on entend des experts, des journalistes qui continuent à nous dire que ce n'est pas prouvé, bon, il faut qu'ils achètent des lunettes, hein, c'est plus possible. Et ce qui est très drôle pour les... Quoi, drôle, c'est pas drôle pour les malades qui sont morts, mais... pour l'ivermectine, c'est que, et je cite un chapitre de mon dernier livre là-dessus, il y a un gars, un professeur en Grande-Bretagne qui s'appelle Andrew Hill. Il travaille pour l'OMS. Je l'avais croisé, je me demande si je n'avais pas dîné avec lui il y a quelques années quand je travaillais sur les vaccins à l'OMS. Et Andrew Hill, il est chargé par l'université, je crois que c'est de Liverpool, et puis de mémoire, hein, je ne suis plus sûr de la ville, et puis par l'OMS, pour démontrer que l'ivermectine, ça ne marche pas. Donc il fait une grande étude internationale. Puis là, il est surpris, l'ivermectine marche vachement bien. Il est tout content au début, il commence à faire des communiqués, à se promener à travers le monde pour dire « ouais, c'est super l'ivermectine ». Et puis il est invité, je ne sais pas si c'est Fauci qui l'a reçu, mais il est invité au NIH, qui est l'équivalent de l'INSERM aux États-Unis. Et puis 3 jours après, notre pépère Andrew Hill, il dit « ah non, ben... non, mais ce que j'ai dit, c'est pas vrai, parce qu'en fait, les études sur lesquelles je me suis appuyé sont pas si bonnes que ça. Il faut refaire plein d'études pour confirmer. Et puis, alors, sans changer les données, il change la conclusion.
Alors, il s'est fait piéger, c'est pour ça que je raconte ça dans mon livre, parce qu'il y a une chercheuse anglaise qui s'appelle Tess Lawrie. Je l'ai rencontrée récemment au Portugal. Elle m'a raconté tout le détail de l'histoire, mais enfin je connaissais avant. Tess Lawrie connaissait Andrew Hill. Un jour, elle l'appelle, écoutez Andrew, j'aimerais bien parler avec vous de tout ça, c'est bizarre. Ils font une visioconférence ensemble par Zoom, et puis bon, elle l'a un peu piégée parce qu'elle a enregistré la conversation. Puis au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte, Andrew, pourquoi vous avez changé vos conclusions? Il dit, ah ouais, je sais, je suis désolé, mais j'ai subi des pressions, j'avais pas trop le choix. Elle dit, combien il y a de morts dans le monde actuellement du Covid? Il y en a 1500 par jour. Elle dit, mais si... Parce que le gars, il disait, il faut refaire des études sur plusieurs mois. Combien le fait que vous ayez renversé, retourné votre chemise, ça va coûter combien de morts dans le monde? Ah, il dit, oui, ça fait beaucoup, mais bon, là, je suis désolé, j'avais pas le choix, et il s'est fait piéger, quoi. Et donc, c'est pour montrer que tout a été manipulé d'un bout à l'autre. Et là, on a des preuves, hein, parce qu'à l'enregistrement, elle a diffusé son interview dans le monde entier. Alors ensuite, il y a la comparaison des pays. Parce que quand les gens disent « ouais, le vaccin c'est super bien, l'hydroxychloroquine ça marche pas », il suffit de comparer les pays. Et les pays qui n'ont pas utilisé le vaccin, ça se passe très bien. Il faut quand même rappeler qu'en Afrique, il y a comme 5 dirigeants qui ont disparu subitement. C'était contre le vaccin. Moi j'étais en visioconférence avec le ministre de la Santé de Tanzanie et son chef de cabinet, 8 jours avant que le président de la Tanzanie, qui avait pris la direction des affaires contre le vaccin en Afrique, disparaisse. Bon. C'est une coïncidence. Hein, donc, on voyait très bien que les pays qui n'avaient pas inoculé leur vaccin se portaient très bien et qui traitaient, même avec des produits naturels, l'artémisia, le remdesivir, je ne sais jamais le dire, l'autre plante, là, qui sont très utilisés en Afrique, en Asie depuis des siècles. Et il y avait 2 exemples qui m'ont frappé. C'était le Vietnam et l'Inde. Le Vietnam, c'est plusieurs dizaines de millions d'habitants. Et puis après un an d'épidémie, je regarde les chiffres, je dis, oh là, ils ont vachement bien fait. Ils avaient quelques dizaines de morts dans tout le Vietnam, après plus d'un an. Ils ont bien géré, chapeau. Puis à ce moment-là, je reçois un message d'un médecin vietnamien que je ne connaissais pas, mais il m'avait trouvé mon adresse, il m'envoie un mail en me disant, vous savez, je suis très inquiet parce que notre ministre il revient du forum de Davos et il va imposer la vaccination à tous les Vietnamiens. Bon. Puis à ce moment, j'ai un copain français qui vit au Vietnam, il m'envoie des vidéos, il était un peu perturbé parce qu'on voyait l'armée qui encerclait des villages pour vacciner de force les gens. Et puis ça, c'était juillet 2021, je crois, oui. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, flambée de cas au Vietnam, des morts partout. Bon, heureusement, le gouvernement vietnamien était très raisonnable, a arrêté les frais et tout est rentré dans l'ordre. Si vous regardez l'Inde, maintenant c'est 1,4 milliard d'individus. C'est pas le Luxembourg, hein, c'est un petit peu plus grand. En Inde, pendant la première année, ils ont très bien géré. Le gouvernement indien distribuait des petits sachets d'hydroxychloroquine, après c'était l'ivermectine avec un peu de zinc et de vitamine D. Tout allait bien, il y avait très peu de morts. D'un seul coup, il y a 3 États. Il y avait l'État de Bombay qu'on appelle Mumbai maintenant, puis 2 autres États, sous l'influence des lobbies, qui font interdire l'ivermectine, qui imposent la vaccination de tout le monde. Et là, ouf, c'est à la même période, hein, c'était juillet 2021, grande flambée, uniquement dans les 3 États qui vaccinaient, des morts partout. Et heureusement, le gouvernement fédéral indien a dit, bon, allez, on arrête les frais, maintenant c'est l'ivermectine pour tout le monde, et puis de vaccin. Et en Inde, il n'y a pratiquement plus de morts, hein. C'est 1,4 milliard d'individus. Et tous les pays où on continue à avoir des morts, c'est les pays qui continuent à inoculer ces rappels de pseudo-vaccins. C'est quand on voit que Macron avait dit en janvier l'année dernière, il faudra que tous les Français aient un rappel tous les 6 mois à vie. Donc la comparaison des pays, pour moi, c'est beaucoup plus parlant qu'une étude randomisée bidon. Là, on voit vraiment ce qui se passe sur le terrain. Après, il y a l'histoire des conflits d'intérêts, qui est majeure là-dedans, parce que moi j'avais été un peu propulsé dans les instances, et je me suis trouvé, quand j'étais assez jeune, président de grandes commissions, comme le Haut Conseil de la Santé publique, qui ne s'appelait pas comme ça au début, mais ça ne change rien. Alors, pendant 15 ans, j'ai présidé ces commissions et le comité technique de vaccination.
Et je me souviens, ma première réunion du comité technique des vaccinations en tant que président, il n'y avait quasiment que des pédiatres dans le groupe du comité qui travaillaient avec l'industrie pharmaceutique du vaccin, qui faisaient les études cliniques. Bon, moi je venais d'arriver, je n'allais pas mettre le bordel tout de suite. Mais alors, une des réunions où on parlait d'un vaccin, c'était un peu chaud, on n'était pas trop d'accord avec ce que poussait l'industrie. On prend une décision anonyme, hein, c'était un groupe anonyme à huis clos. Puis le lendemain, je reçois un coup de fil d'un des directeurs médicaux d'un grand labo pharmaceutique fabricant des vaccins qui me dit Christian, c'est quoi là qu'est-ce que vous avez décidé hier? Ça va pas du tout. Alors je dis bon, c'est bizarre, il y a une taupe dans le groupe. Bon, après, je savais pertinemment qui était la taupe. Et j'avais demandé au ministère, et j'avais été aidé par il y avait des fonctionnaires très bien à l'époque à la Direction générale de la santé. On avait modifié la composition du comité technique des vaccinations. J'avais mis un généraliste, une infirmière, un sociologue, un juriste, pour pas que ce soit que des médecins qui travaillent avec l'industrie. Et j'avais, avec l'aide de collègues, on avait écrit une charte sur les conflits d'intérêts qui n'existait pas avant. Et tant que j'étais président, personne ne pouvait participer à la décision finale ou voter s'il avait un conflit d'intérêts majeur avec l'ordre du jour. Je l'ai fait respecter scrupuleusement. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Tous les avis sont illégaux et pas du tout fait dans les règles. Et ça, c'est un problème dramatique parce que même l'histoire de transparence santé, l'équivalent à Luxembourg, en France, les gens sont obligés de déclarer sur un site du ministère combien ils ont touché des labos. Alors déjà, c'est biaisé parce que vous êtes obligé de déclarer les congrès, les hôtels, les avions. Mais vous êtes obligé de déclarer les conventions, mais pas le montant des conventions. Vous pouvez déclarer 10 000 € d'hôtel, ça peut aller vite si on fait le tour du monde en avion avec l'industrie. Mais si vous pouvez avoir 20 conventions avec tous les grands labos pharmaceutiques du monde, il n'y a pas la somme. Et ça, c'était obtenu par les lobbyistes de l'industrie. Quand la loi Bertrand est sortie, ils ont fait passer comment ça s'appelle, pas un décret d'application, je ne sais plus le nom, un truc d'application de la loi pour supprimer les sommes. Donc vous voyez, le professeur Tartampion, il déclare 10 000 €, il déclare 20 conventions avec l'industrie, mais il n'y a pas un sou qui est déclaré. Ça se trouve, c'est des sommes, ça peut être des millions quelquefois. Alors, je ne dis pas quand ils touchent dans une convention, ce n'est pas forcément pour leur poche, ça peut être pour leur labo, payer du personnel, payer des réactifs, payer des frais induits à l'hôpital par une étude, ça c'est normal. Mais il y a aussi une part d'honoraires en général, et là, ce n'est pas forcément déclaré. Et ça, c'est assez anormal. Et moi, j'avais des copains dans l'industrie pharmaceutique au plus haut niveau international, qui étaient des Français que j'avais eu comme interne, qui m'ont dit, vous savez, quand machin ou machin, il déclare 10 000, 100 000 € de conflit d'intérêts, en réalité, ça c'est le pourboire. Parce qu'ils touchent beaucoup plus sur des comptes offshore. Mais bon, moi, je le sais, et puis ça m'a été confirmé par plein de gens dans différents labos pharmaceutiques. Voilà. Alors, ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est moi-même qui avais démissionné de la présidence au Conseil de la santé publique. C'était quelques années avant le Covid, finalement j'ai bien fait. Pourquoi j'ai démissionné? Parce que avant, la commission était rattachée au ministère de la Santé. À la Direction générale de la Santé, il y avait une quinzaine de médecins de santé publique remarquables qui faisaient un énorme boulot, qui connaissaient tous les professeurs, on faisait des bons travaux. Et ils ont supprimé tous ces postes. Donc la Direction générale de la Santé était réduite à peau de chagrin, soi-disant pour des mesures d'économie budgétaire. Et puis à nous, on nous a envoyés près de la gare Montparnasse dans des bâtiments sans fenêtres. On n'avait plus le droit de travailler avec le ministre, soi-disant pour notre indépendance. Et j'avais plus qu'une seule médecin pour s'occuper de la commission, faire tout le boulot que faisaient 10 avant. Bon. Et puis on nous demandait de plus en plus de boulot parce que sans arrêt on avait des saisines. Et au bout d'un certain temps, ils voulaient que je renouvelle. Et après je dis stop, après 15 ans j'arrête. J'ai bien fait parce que je me suis retrouvé embarqué là-dedans. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que quand j'ai vu dès le début de la pandémie, les avis du Haut Conseil de la Santé publique de ma commission, mon ancienne commission, moi avant c'était marqué, voilà, nombre de membres, nombre de votants, nombre de conflits d'intérêts déclarés, nombre d'abstentions, tout là. Il n'y avait aucun vote. La moitié des gens qui avaient pris part à la discussion n'étaient pas membres du Haut Conseil. Qu'est-ce qu'ils foutaient là?
Moi, ça m'est arrivé de demander des avis extérieurs quand on a, dans la commission, on n'a pas toutes les compétences. On peut demander à un groupe de virologues spécialisés ou je ne sais pas quoi de faire un pré-rapport. Mais on doit le valider, le voter dans la commission, uniquement avec les membres de la commission. Ils n'ont pas à être là le jour du vote, surtout qu'il n'y a pas eu de vote. Et puis quand on voit que aucune déclaration de conflit d'intérêt, le président de la commission, la vice-présidente, 2 ou 3 membres éminents ont des conflits d'intérêt majeurs déclarés sur Transparence Santé. Voilà, donc tous ces avis sont illégaux. En plus, il y avait une partie des avis qui étaient rayés en noir par le laboratoire pharmaceutique. Il a fallu avoir accès à ce qu'on appelle la CADA en France, Commission d'accès aux documents administratifs, pour avoir des avis en clair. C'est très transparent quand on publie des avis, la moitié des lignes sont noircies. Et puis, surtout quand il y a eu la loi Bertrand, nous, on nous avait imposé, au début, ça ne faisait pas rigoler, j'aimais bien blaguer pendant les commissions, on nous a enregistrés. Il y avait un secrétaire qui tapait à la machine, à l'ordinateur, les minutes de toutes nos discussions. Machin dit ci, machin dit ça. Puis moi, en tant que président, à la fin, je signais les minutes pour vérifier qu'il n'y ait pas de bêtises. Et puis j'avais dit, ça sert à quoi tout ça? Ils m'ont dit, si un jour il y a une crise, justement, comme le Mediator, ou c'est bien, c'est pour les Français, parce que n'importe quel citoyen aura accès aux enregistrements et aux minutes des débats, comme ça on pourra vérifier ce qui a été dit, etc. J'ai dit, c'est super. Immédiatement, je demande les enregistrements, via la fameuse CADA. Et là, on me dit, non, l'enregistrement, c'est quoi ça? Non, il n'y a pas aucun enregistrement. La loi n'a pas été respectée, donc on a fait un recours au Conseil d'État, qui a dit, oui, d'accord, c'est pas comme d'habitude, mais bon, là, c'est normal, il y avait l'urgence sanitaire, ils n'étaient pas tenus de faire tout ça. Il ne faut pas se foutre de notre gueule, parce que même en cas d'urgence, on peut très bien rendre des avis en urgence, je l'ai fait à de nombreuses reprises. Une autre chose qui m'a beaucoup choqué, c'est l'exemption de responsabilité des fabricants. Alors ça m'avait déjà choqué parce que ça avait commencé aux États-Unis il y a longtemps, il y a pas mal d'années. Les fabricants de vaccins, mais c'était que pour les États-Unis, ont été exemptés de toute responsabilité s'il y avait des effets secondaires, des morts. Ils avaient obtenu ça, c'était les lobbyistes qui avaient obtenu ça des autorités politiques américaines. Je me disais, bon, ça ne viendra jamais en Europe. Puis en fait, là, on voit que tous ces contrats Covid, à chaque fois, ils ont signé, les gouvernements ont signé une exemption de responsabilité pour les labos. J'espère que la justice pourra mettre un peu d'ordre là-dedans, parce que c'est honteux. Et puis, il y a une autre chose qui était très choquante aux États-Unis, qui existe toujours, parce que je parlais souvent de ces conflits d'intérêts dans les commissions. Et ça m'avait choqué, il y a une loi aux États-Unis, j'ai oublié le nom, qui est un petit peu ancienne, qui autorise un expert américain à siéger dans une commission nationale fédérale, à l'Agence du médicament américaine ou au CDC d'Atlanta ou dans n'importe quelle commission du ministère. S'il a des conflits d'intérêts majeurs, c'est pas grave, à partir du moment où il les a déclarés, il est béni, il est innocenté, il a le droit de siéger dans les commissions. Donc, si un gars a touché $1 million de la firme machin qui fabrique Bonux ou Pexitron, qui fait de la pub dans les commissions pour ses produits, il a le droit, personne ne peut l'attaquer, et il a le droit d'attaquer les produits concurrents. Aux États-Unis, quelquefois, quand on tue quelqu'un, il peut y avoir des circonstances atténuantes, mais le plus grand péché aux États-Unis, c'est le mensonge. Vous savez, hein, Clinton est tombé sur le mensonge, pas sur les faits. Normalement, en France, ça, c'était pas normal. On n'a pas le droit de siéger dans une commission, d'avoir des conflits d'intérêts. Mais là, on voit, ce que je vous disais du Haut Conseil, c'est que maintenant, tout le monde sait que ça existe, mais c'est pas géré, les gens ne sont pas punis. Alors, ce qui m'a beaucoup choqué aussi, c'est que, au tout début de la crise, notre ministre Olivier Véran, parce qu'on avait moitié moins de lits de réanimation en France qu'en Allemagne. Bon, on s'en sortait pas trop mal en France, enfin quand même, il y avait moins de lits. Il avait dit, au moment de la première vague, ne vous inquiétez pas, je vais doubler le nombre de lits de réanimation, je suis là. Et vous vous souvenez, à la première vague, comme c'était notamment l'Alsace et la région de Strasbourg qui étaient très touchées au tout début, à la télé tous les soirs, on voyait des TGV qui partaient à Bordeaux, des hélicoptères qui partaient en Allemagne avec des malades soi-disant qui allaient mourir.
Et après, on s'est aperçu qu'il y avait des cliniques privées très haut niveau, flambant neuves, dans Strasbourg, qui avaient quasiment vidé les chambres pour accueillir les malades Covid, qui avaient les meilleurs réanimateurs, anesthésistes, matériels. Et l'Agence régionale de santé leur a interdit de prendre en charge les malades Covid parce qu'il fallait à la télé montrer que l'Alsace était saturée. Donc tout ça, c'était du cinéma, c'était Hollywood, hein, mais c'est dingue. Alors Véran dit qu'il va créer plein de lits. En fait, pendant la crise Covid, ils ont fermé des milliers de lits en France. Et sans compter tous les soignants suspendus parce qu'ils ont refusé l'inoculation. Et la France est le dernier pays qui n'a pas réintégré les suspendus. Donc je leur rends hommage parce que ce qu'ils vivent est terrible. Là, c'est des médecins, des soignants. Même, il n'y a pas que les soignants, il y a l'électricien de l'hôpital, la secrétaire, tous les... Et c'est honteux parce qu'ils ne sont même pas au chômage, ils ne peuvent pas toucher le chômage, ils ne peuvent pas retrouver de boulot, ils sont à la rue comme des SDF. Et c'est du jamais vu dans l'histoire. Aucun argument, parce que maintenant qu'on sait que ces soi-disant vaccins n'ont aucun effet sur la transmission, bon, la moindre des choses, c'est de dire bah, excusez-nous, on s'est trompé. Non. Alors, Macron dit bah, on n'a plus de sous. Et pendant ce temps-là, il a donné 3 milliards d'euros aux médias. Pas tous les médias, la petite dizaine de médias sabotent. Hein. 3 milliards. Avec 3 milliards, on peut construire plusieurs hôpitaux, payer des infirmières pendant des années. Alors, ce qui était drôle, c'est que la première enveloppe, c'était 666, hein, 666 millions. C'était à l'autre, je ne sais pas pourquoi, 666, ça lui est comme ça. Non, j'avais fait l'addition. C'est Macron lui-même qui a donné les chiffres à chaque fois, donc j'ai juste fait l'addition. Je n'ai jamais été contredit quand j'ai dit qu'il a donné 3 milliards. Et là, récemment, il a encore annoncé qu'il allait en donner des centaines de millions. Donc on est fauché, mais il donne des millions à l'Ukraine, à l'Afrique du Sud, pour le charbon, bon. Et il donne des milliards aux médias. Puis les cabinets de conseil, j'en ai parlé. Bon, l'hôpital public, c'est une catastrophe. Moi, j'étais chef de service depuis 1994. Au début, il y avait des relations très courtoises et positives avec les dirigeants, le directeur. Il y avait une estime mutuelle. Et puis, c'est la loi Sarkozy, HPST, Roselyne Bachelot, qui a démoli le pouvoir médical avec les médecins. Maintenant, moi, au début, j'étais un peu respecté comme professeur chef de service. Bon, à la fin, les dernières années, ils se foutaient complètement de ce que je disais. Ça n'a rien à foutre. Les médecins, c'était une variable. Et alors, ils ont supprimé plein de postes d'infirmières, de médecins partout. Il fallait mendier pour avoir un quart d'infirmière. Et pendant ce temps-là, ils embauchaient tous les mois des nouveaux gestionnaires, contrôleurs de gestion et contrôleurs de contrôleurs. Ça n'arrêtait pas. Donc maintenant, les hôpitaux, c'est des bâtiments administratifs remplis de fonctionnaires et puis il y a de moins en moins de soignants. Donc, de toute façon, je pense que tout ça, c'est organisé. Ils veulent casser l'hôpital. Mais c'est horrible. Alors les médecins en plus, ça me choque beaucoup, sont en voie de disparition. On ne s'en rend pas compte, mais le numerus clausus, je ne sais pas si ça existe au Luxembourg, mais c'était de limiter le nombre d'étudiants pour qu'il n'y ait pas trop... Parce qu'il y avait des gens qui sortaient des grandes écoles il y a 30 ans qui disaient « Ah ben la cause des dérives de santé, c'est parce que c'est les médecins, parce que c'est eux qui prescrivent, donc s'il y a trop de dépenses, c'est la faute. Donc si on supprime les médecins, il y aura moins de dépenses de santé. » C'est vachement intelligent. Mais ils ont fait ça dans d'autres pays aussi. Hein. Et puis en soi-disant, Agnès Buzyn avait augmenté le numerus clausus il y a quelques années, enfin c'est un tout petit peu, mais clairement il n'y a pas de relève. Alors déjà dans des spécialités, on ne trouve plus de psychiatres, on ne trouve plus d'ophtalmo, on ne trouve plus de... Je sais pas, il y a au moins, les pédiatres aussi sont en voie de disparition, il y a encore une autre spécialité. Et même les généralistes sont de moins en moins nombreux. J'ai tout le temps des témoignages de gens qui disent « je ne trouve plus de généralistes dans mon quartier ». Avant, il y en avait 10 il y a 10 ans, mais après, il n'y en a plus que 5. Maintenant, il n'y en a plus que 3. Puis, il y en a 2 qui ont pris leur retraite ou qui sont suspendus. Il en reste un. Puis, le jeune qui veut s'installer, il voit qu'il y a trop de travail, il ne veut pas s'installer. C'est la réalité aujourd'hui. Mais je pense que c'est voulu. Alors, ils ont tout prévu. Hein. Ils ont remplacé ça. Ils ont créé un corps de super infirmiers, je ne sais plus comment ils les appellent. Donc les infirmières qui font une petite formation complémentaire pour être un ersatz de médecin. Bon, je n'ai rien contre les infirmiers et les infirmières, mais s'ils peuvent aider, je suis ravi, mais que ça ne remplace pas quand même le médecin. Totalement. Ils ont créé, comme on disait, des machines de consultation automatique dans les supermarchés. La première fois qu'un malade... Pardon. Quand un malade m'a dit ça en consultation il y a 2 ans, je rigolais.
tout ce qu'on m'a raconté, même si au tel supermarché près de Montparnasse, c'est une cabine, et on met sa carte vitale, sa carte de crédit, on rentre toutes ses données de santé, alors ça part peut-être sur Microsoft, parce que Macron a vendu toutes les données de santé des Français sur des banques de données américaines. Et puis après, si vous voulez, vous pouvez être en contact derrière l'écran avec un médecin qui peut vous envoyer une ordonnance. Voilà, c'est le photomaton de la médecine. Et puis le troisième, c'était juste avant Noël, et il y a une nouvelle loi en France qui autorise les pharmaciens à pratiquer la médecine. Alors pas encore la médecine peut-être très, très poussée, mais enfin une médecine de base. Alors quand on sait que les pharmaciens... Parce qu'en France, ça a toujours été interdit que les pharmaciens... donc que les médecins vendent des médicaments. Alors qu'aux États-Unis, c'est courant. Hein. Aux États-Unis, un médecin peut vous dire, tiens, là, je vous prescris telle statine ou tel vaccin, j'ai dans mon placard, je vous le vends, il le met sur la facture, c'est autorisé. En France, c'est interdit, sauf dans des vallées très reculées où les gens n'ont pas accès à la pharmacie. Et là, d'un seul coup, on donne le pouvoir de prescrire au pharmacien qui va vendre ce qu'il veut. Évidemment, je pense qu'il y a, je suis peut-être mauvaise langue, je pense qu'il y a quelques petits lobbies de l'industrie pharmaceutique qui doivent être derrière. Donc, on est en train totalement de détruire pardon, la profession médicale. Et ce qui m'a aussi énormément choqué, pardon, en plus j'ai participé à beaucoup de groupes de travail sur des recommandations médicales, c'est que... merci beaucoup. Juste pour brasser la gorge. Avant, les recommandations nous disaient, vous inquiétez pas, c'est pas opposable, c'est pas une loi, c'est juste pour vous guider un petit peu, on vous emmerdera jamais avec. Maintenant, si les médecins ne suivent pas les recommandations, ils sont sanctionnés. C'est une dérive totale, même j'ai participé à ces groupes de travail, donc j'assume ce que j'ai fait, j'ai écrit des recommandations avec des collègues, mais j'aurais jamais imaginé que ça aille aussi loin et qu'on sanctionne des médecins parce qu'on leur interdit de soigner selon leur conscience, mais ils doivent suivre des recommandations qui, pour certaines, sont très bonnes, mais pour d'autres, ne s'appuient pas vraiment sur des données scientifiques fondées ou s'appuient sur des études bidouillées par l'industrie pharmaceutique. Et cette perte de liberté en médecine, elle est terrible. Avec le Covid, bon, ça a explosé, bien sûr. Alors, ça me désole de voir le Conseil de l'ordre des médecins, parce que le Conseil de l'ordre, au fond, c'est le reflet des médecins, parce qu'ils sont élus. Mais alors, beaucoup de médecins dans les conseils de l'ordre départementaux, régionaux, ils me suivent à fond. Hein. Moi, j'ai des échos, parce que c'est des médecins comme tout le monde. Hein. Après, je pense qu'il y a un petit noyau au niveau national qui est sous contrôle politique. Et moi, ce qui me désole, c'est de voir que la caisse d'assurance maladie a fait des photocopies des ordonnances de médecins. Je l'ai déjà vu sur le Lyme avant, mais là sur l'ivermectine, l'hydroxychloroquine pour le Covid, et qui dénoncent les médecins qui sont tous convoqués. Certains ont été radiés pour l'exemple. Et ça, c'est une honte absolue. C'est du jamais vu dans l'histoire de la médecine. Hein. Bon, moi, j'ai eu la chance d'en réchapper. Parce que j'ai été convoqué à la chambre disciplinaire, puis finalement ils ont vu que bon, moi je leur ai donné mon parcours, ce que j'avais fait. Alors j'ai été attaqué plus pour mes positions dans les médias, mais j'ai quand même le droit de m'exprimer. Ils l'ont reconnu, ils ont dit, bah oui, vu votre parcours national, international, vous êtes une des rares personnes à pouvoir juger de la situation. Vous avez non seulement le droit de vous exprimer contre le gouvernement, vous en aviez même l'obligation. C'est ce qu'ils ont écrit dans leur verdict, et que j'avais jamais eu un seul propos anti. J'avais pas un seul propos anti-vax. Et je salue, je vois notre monsieur Blond qui de temps en temps se déguise, mais il y en a plusieurs d'entre vous qui se sont déplacés à Paris pour me soutenir, et je les remercie chaleureusement, parce qu'il y avait des milliers de gens dans la rue, c'était sympa. Comment ? Et moi, ce qui me désole, c'est que bon, nous, les vieux médecins, on voit tout ça, mais ils sont en train de formater les jeunes générations d'étudiants, mais c'est dramatique. Les étudiants,
on leur apprend que tout ce qui n'est pas publié dans le Lancet, le New England n'existe pas. Ils discutent plus avec les malades, l'interrogatoire c'est fini, l'examen clinique c'est fini. Ils regardent que des résultats d'examen biologique, de scanner. Tout doit être informatisé. Alors il y a des gens qui sont à pousser pour l'intelligence artificielle qui remplace le médecin. Mais moi, cette médecine que j'ai vue les dernières années à l'hôpital avec les jeunes, pourtant les jeunes ils sont intelligents, je ne les accuse pas en tant que tel, mais ils ont été formatés à la fac. Moi j'ai essayé de faire ce que je pouvais dans mes enseignements, mais je ne suis pas le seul. Et j'ai découvert assez récemment qu'en fait la mise sous contrôle des facultés de médecine, ça date de Rockefeller dans les années 20. Ce Rockefeller venait de racheter l'industrie chimique américaine. Il s'est dit, tiens, le médicament, c'est un bon coup là, pour faire du blé. Il y avait des centaines de facultés de médecine, peut-être trop à l'époque. Il avait mis en place des commissions d'audit c'était donc entre les deux guerres, des commissions d'audit des universités américaines pour fermer des universités qui n'étaient pas tout chimiques. C'est-à-dire qu'il a éliminé toutes les médecines naturelles, l'acupuncture, l'homéopathie, les médecines électromagnétiques, tout ça. Tout devait être pour le médicament. Et je n'avais pas réalisé ça avant, mais maintenant on voit clairement ce qui s'est passé. Et là ça continue. Hein. Moi j'avais été attaqué sur l'artémisia. L'artémisia c'est une plante qui est partout. Si les Vietnamiens ont gagné la guerre du Vietnam, c'est grâce à l'artémisia, parce qu'avant ils tombaient comme des mouches dans la jungle, et c'était Mao qui avait donné de l'artémisia aux Chi Minh. Parce que les Français, puis après les Américains, ils avaient la chloroquine, mais les Vietnamiens étaient pauvres, ils n'avaient pas. Et l'artémisia marchait beaucoup mieux que le médicament chimique. Et l'artémisia était interdite en France et en Belgique. Je crois que vous avez de la chance au Luxembourg, vous l'avez encore, pour des prétextes fallacieux. Et en fait, c'est un des meilleurs traitements du paludisme. Alors, moi, j'ai fait une étude randomisée comparative au Congo avec d'autres. Sur 1000 patients, il n'y a pas photo, l'artémisia, ça marche bien mieux que les médicaments. On a publié, l'article est sorti dans une revue internationale. Il y a eu 1 an et demi de guerre féroce contre nous. Ils sont tous mis. L'OMS, l'Institut Pasteur, les sociétés savantes. Même Bill Gates a dit dans l'artémisia, je ne crois pas du tout aux plantes, la seule façon de venir à bout du paludisme, c'est un vaccin. Ça fait 30 ans qu'ils cherchent un vaccin, il n'a pas trouvé. Et ils ont tellement fait de pression sur le pauvre rédacteur en chef du journal qu'il a craqué, qu'il a rétracté notre article. Parce qu'on nous a dit que notre article était frauduleux, que ce n'était pas possible. Et une fois qu'il a été rétracté, alors on a dit que, vous voyez, Perron, c'est un charlatan, il a publié une étude frauduleuse. Bon, vous voyez, ils sont terribles, hein, parce qu'ils peuvent aller très très loin, ils sont tellement puissants que, voilà. Donc l'artémisia, moi j'y crois toujours, et j'espère qu'il y aura d'autres études qui pourront confirmer ce qu'on a vu. J'ai bientôt fini, mais je voulais dire un mot sur les bases de données, la confidentialité, parce que ce qui m'a un peu terrorisé aussi dans mes dernières années à l'hôpital, c'est qu'avant, on faisait un dossier papier, là, les étudiants faisaient de belles observations, ils interrogeaient le malade, faisaient de la rédaction, ils lisaient l'observation devant le malade, devant le patron, il y avait un côté un petit peu humaniste. Et alors maintenant, c'est quelques mots, il n'y a même plus de phrases sur l'ordinateur. Tout est informatique, les comptes rendus, c'est quelques mots comme ça balancés. Et surtout, en tout cas, moi, à Paris, je suis le groupe de l'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est une quarantaine d'hôpitaux universitaires. Tout peut être partagé entre les médecins, c'est-à-dire que si un médecin va avoir le compte rendu de consultation d'un malade, ben, il a accès à son code d'hospitalisation. C'est pas accessible normalement au grand public, mais quelqu'un un peu futé peut avoir accès. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours refusé que mes comptes rendus de consultation, notamment sur la maladie de Lyme, c'était super polémique, soit sur cette base de données, parce que n'importe quel professeur va dire regardez ce que Perron a donné à ce malade, il va l'envoyer au conseil de l'ordre en disant que je suis un charlatan. Et alors j'avais dit ça, je m'étais fâché que la directrice de l'hôpital qui voulait me supprimer ma secrétaire, vous n'avez plus besoin de secrétaire, maintenant vous pouvez tout taper vous-même sur le site. Moi je dis non. Et après il y a eu des exemples, je cite un exemple parce que c'était... Le gars, il en avait parlé publiquement. Il y avait un professeur de médecine dans une ville française qui était doyen de sa fac. Il avait des gros soucis de santé. Je ne dirais pas lesquels, mais enfin, il en avait parlé publiquement. Et quand il commençait à aller un petit peu mieux à l'hôpital, il s'est amusé parce qu'on a le droit de voir qui a eu accès à votre dossier, mais personne ne le fait en pratique.
Non, c'était pas Raoult. Ah oui, peut-être. Et c'est possible. Et il a regardé de son lit d'hôpital qui a eu accès à son dossier secret. Il y avait la moitié des étudiants en médecine de la fac de Marseille. Donc voilà, je sais qu'il n'y a aucune confidentialité. Parce qu'en France, on nous a dit de télécharger un site que je ne sais plus comment ça s'appelle. Mon site santé, non, je ne sais plus le nom exact, c'est pas grave. Je l'avais fait une fois pour essayer de l'annuler, puis je n'avais pas réussi à le supprimer. Puis au bout de quelques mois, je regarde, j'étais allé une fois chez le dentiste enregistré, j'avais acheté des médicaments à la pharmacie enregistré, sachant que tout ça, ça part aux États-Unis. Bon, j'ai supprimé mon compte. Hein. C'était mon espace santé. Voilà. Parce que tout est espionné, ils savent tout ce qu'on fait. Et quand on sait que n'importe quel hacker peut accéder, on dit non, non, c'est pas possible, c'est très sécurisé. Alors, juste au moment de Noël, il y a un grand hôpital à Versailles, le centre hospitalier de Versailles, c'est un gros hôpital. Il se fait attaquer comme ça sur son informatique, paralysie totale de l'informatique. Donc il ne pouvait plus soigner, plus prescrire, plus faire de tests biologiques. Parce que pour prescrire, il faut avoir un code barre, il faut avoir un code, il faut que le malade apparaisse sur l'ordinateur, sinon il n'existe pas. Si vous faites une prise de sang, il faut qu'il y ait un tube avec une étiquette, avec un code barre, sinon c'est pas techniqué. Et là, ils ont été obligés d'évacuer un énorme hôpital, ils ont évacué la plupart des malades pour aller se faire soigner ailleurs. Et après, ils pensent que toutes les données informatiques des malades ont disparu. Ils ne sont pas sûrs de les récupérer. Donc c'est pour ça que ce système informatique, pour moi, c'est vraiment dramatique. Protection des données. Oui, protection des données. Ça s'envole d'un seul coup, boum. Soit c'est copié, piraté, soit... et moi, ça m'avait beaucoup choqué. C'était il y a quelques années, il y a un coureur automobile qui avait un grave accident. Et j'étais en salle de garde à l'hôpital, et les internes de l'hôpital, ils étaient tous à rigoler, puis sur leur smartphone, ils se partageaient une image qui était le scanner cérébral de ce monsieur. Donc un interne de la ville en question avait dû mettre sur Internet pour rigoler. Et j'étais hyper choqué. Maintenant, en un clin d'œil, toute la France peut voir votre cerveau s'il y a un connard qui met ça sur Internet. Et pour moi, c'est une grave atteinte à l'indépendance de la médecine, à la confiance entre le médecin et son patient. Et moi, je vous encourage plutôt à refuser que vos données de santé personnelle soient sur ce genre de... je ne sais pas comment c'est au Luxembourg, mais ça ne doit pas être loin de chez nous. Hein. Je terminerai avec un petit clin d'œil avec la maladie de Lyme, parce que je me suis battu pendant plus de 20 ans. Donc ça n'a rien à voir, c'est une Borrelia, une bactérie transmise par les tiques. Vous savez qu'elle a été modifiée dans les camps de concentration en Allemagne, trafiquée par les Japonais. Et après, les chercheurs américains ont récupéré ça à côté de la ville de Lyme, puis ça s'est enfui, ça a donné une épidémie sur la ville de Lyme. C'était dans les années 70-80, et depuis, la maladie n'a pas le droit d'exister, en tout cas dans sa forme chronique, parce que ça embarrasse tout le monde. Donc ils ont donné beaucoup d'argent à toutes les grandes institutions, les sociétés savantes, pour que la maladie n'existe pas. Et ce qui m'a frappé, parce que moi j'ai vécu ça, des éditoriaux écrits par des grands professeurs de médecine aux États-Unis, qui dans les plus grands journaux médicaux, le New England, le Lancet, écrivent tous les ans, non, la PCR Lyme, ça ne sert à rien, le Lyme n'existe pas. Alors, dans le Lyme, on ne veut pas d'épidémie, donc il ne faut jamais faire de PCR, c'est un test très mauvais, qui a beaucoup trop de faux positifs, c'est pas fiable, et les labos qui font ça font n'importe quoi, c'est des charlatans. Et puis dans le Covid, comme il faut une gigantesque épidémie, allez hop, on fait tous des PCR à tout le monde. Moi j'étais mort de rire, je disais, ils se foutent de moi. Puis après, sur les traitements qui marchent dans le Lyme chronique, on n'a pas le droit de les utiliser. Pareil dans le Covid, les traitements, on n'a pas le droit de les utiliser. Mais il y a des comparaisons qu'on peut faire, comment on peut manipuler à la fois les chiffres et puis la mentalité, parce que ça passe quand même par des leaders d'opinion qui manipulent les sociétés savantes, qui manipulent les centres de référence avec des conflits d'intérêts majeurs. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis là-dedans. Donc voilà, c'est peut-être grâce à mon combat, parce que au début, la maladie Lyme, je restais assez discret, puis après, quand j'ai pris un peu de bouteille et que j'étais un peu plus ancien dans ma carrière,
j'avais osé en parler publiquement. Je me suis mis à dos mes collègues qui m'adoraient avant, que j'étais président du collège des professeurs de maladie infectieuse. Après, ils m'ont regardé de travers, ils délirent un peu sur Lyme. Les autorités m'adoraient au ministère, ils commencent à me regarder de travers. Mais si j'avais pas eu ce combat sur Lyme, j'aurais été beaucoup plus fragile sur le Covid parce que ça m'avait endurci. J'étais habitué alors au baratin, et quand j'ai vu que c'était le même baratin mais inversé pour le Covid, la première seconde en mars 2020, j'ai dit non, il ne faut pas me refaire le coup 2 fois. Et c'est pour ça que j'ai réagi tout de suite dans les médias. Au début, ils m'invitaient, ils me trouvaient très gentil, puis après, ils ont eu des ordres de ne plus m'inviter. RMC s'est pris une sanction là, parce qu'ils m'avaient invité sur leur plateau. Donc maintenant, je suis invité sur les médias alternatifs et je suis invité dans des réunions comme vous. Et finalement, en tout cas, moi je suis fier, je n'ai jamais changé de discours depuis mars 2020. Merci à vous, ça me fait chaud au cœur votre accueil, et puis vive le Luxembourg, et puis mort au Covid. Voilà. On va arrêter ça, j'en peux plus. Il n'y a pas de virus du sida, c'est des antirétroviraux qu'on tue, on entend ça. Il n'y a pas de virus du Covid. Le Covid, c'est un virus qui a été séquencé. C'est pas parce que les gens ne connaissent pas la virologie. Il y a des virus qui poussent, qu'on voit au microscope, qu'on peut répliquer. Il y a des virus qui ne poussent pas, qu'on ne voit pas au microscope. On a leur séquence génétique. Et on connaît parfaitement d'ailleurs les insertions, c'était modifié par rapport au virus naturel. Les coronavirus existent depuis la nuit des temps. Alors dire qu'il n'y a pas d'épidémie, j'entends ça, il n'y a pas de virus, c'est n'importe quoi. L'épidémie, elle a bien eu lieu, les gens ils se contaminent entre eux. On dit ouais, mais c'était une grippe, une grippe, ça ne fait pas perdre le goût et l'odorat. Moi, j'ai jamais vu ça, c'était arrivé exceptionnellement. Il y avait quasiment un tiers des gens qui perdaient le goût et l'odorat avec des foyers de transmission. Les images au scanner étaient parfaitement typiques. Donc arrêtez de dire qu'il n'y a pas... Parce que tout ça, ça fait beaucoup de mal à notre combat. On entend des sornettes sur Internet tous les jours, il n'y a pas de virus, ça n'existe pas, c'était inventé, les vaccins, ça ne marche pas. Moi, je n'adhère pas du tout à ce genre de discours. Les vaccins sont très utiles quand c'est des bons vaccins. Maintenant que je reconnais que si l'industrie pharmaceutique nous met des saloperies par derrière dans les vaccins, je ne serais plus du tout d'accord avec ça. Mais il faut arrêter de colporter ces messages, que ça fait un tort fou. Et en plus, il y a des traitements qui marchent. Donc le virus, il existe. Je ne vois pas l'intérêt de dire qu'il n'y a pas de virus. C'est quand même eux qui l'ont disséminé. Moi aussi, je suis d'accord avec professeur Perron et avec professeur Montagnier. En science, on a le droit d'être d'accord, pas d'accord. On parle du consensus scientifique, etc. Moi, je m'aligne sur cette position. Le virus existe, on arrive à le séquencer, on le fait au LNS tous les jours. On dit il y a un Omicron, il y a des prélèvements d'échantillons de 365 personnes et on prélève et on fait des séquençages. Donc, on connaît la séquence, donc le virus existe. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à l'isoler parce qu'il n'est pas pur et il coexiste avec des cofacteurs bactériens au niveau du poumon, le pneumonie mycoplasmée, et au niveau des bactéries, la Provotella. Ça a été démontré. Voilà. Le virus existe. Le virus existe. Voilà. Merci beaucoup. J'ai encore un monsieur, voilà, c'est la dernière question, et veuillez m'en excuser, mais je vous ai dit qu'il commence à se faire tard, donc vous avez encore l'occasion de parler à nos invités par après. Monsieur, je vous en prie. Ici, on est tous d'accord pour dire que c'est de la merde, leur injection. Vous parliez tout à l'heure qu'ils mettent l'ARN peut-être dans le vaccin de la grippe. Okay. Est-ce qu'ils seraient capables de le mettre dans les cachetons qu'on pourrait prendre pour l'évothyrox, la thyroïde, parce que ma mère a la thyroïde enlevée, elle prend l'évothyrox et donc... pour l'instant, il ne faut pas attaquer tous les médicaments, mais ça doit nous rendre prudents. Est-ce qu'il pourrait mettre l'ARN là-dedans, dans tous ces... Comment? Est-ce qu'il pourrait mettre l'ARN dans tous les cachetons? Bon, on peut faire tout ce qu'on veut, j'espère qu'ils ne le feront pas. C'est pas moi qu'il faut poser la question. Hein, il faut être méfiant, il faudrait que les autorités mettent en place des systèmes de contrôle, mais quand on sait que toutes les agences de contrôle sont sous contrôle de l'industrie pharmaceutique, aujourd'hui, c'est compliqué, quoi.